Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Soignez-vous du lundi 30 septembre 2024. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est controversé dans le monde du soin et je parle de l'homéopathie. L'homéopathie, les gens qui l'utilisent vont dire, mais comment se fait-il que nous obtenons des résultats si remarquables? Alors, nous allons en parler aujourd'hui avec Monsieur Jean Lacombe, qui est une figure marquante de la vie homéopathique québécoise, grâce à de réels talents de communicateur qu'il met au service d'une solide connaissance de l'art et de la matière médicale homéopathique. Son expertise en la matière l'a amené à enseigner l'homéopathie dans de nombreuses villes du Québec, ainsi qu'à présenter des séminaires dans les principales métropoles canadiennes de Moncton à Victoria. Au-delà de nos frontières, sa réputation est également rayonnante car il a eu le plaisir de partager son savoir lors de conférences et de cours aux États-Unis, au Costa Rica, en France, en Belgique, en Corée, en Roumanie, en Moldavie, au Maroc et même en Inde. Il est également président directeur de la Coalition pour la médecine homéopathique auprès du gouvernement du Québec en 2000-2001. Pardon, il est surtout le président, fondateur et enseignant au Centre homéopathique du Québec et il a publié de nombreux livres sur le sujet. Alors, un des livres que nous avons amené ici avec nous aujourd'hui, et je tiens à dire bonjour en passant aux gens de Unicité, la radio du Nouveau Monde. Pour voir l'émission, vous allez sur la plateforme luxmedia.info et vous allez pouvoir voir nos visages. Alors, il a publié, entre autres, Approche de l'univers énergétique de l'homéopathie que je vous montre à l'instant. Il a publié également les livres L'âme et l'essence de 100 remèdes homéopathiques, Homéopathie clinique, 20 études de cas. Homéopathie et naturopathie pour 50 problèmes de santé. Et le tout dernier qui vient de sortir est Homéopathie pour l'autisme. Alors, il se spécialise entre autres depuis plus de 25 ans en homéopathie et il a vraiment une spécialisation au niveau des enfants qui sont autistes. Alors, bonjour, Monsieur Lacombe. Oui, bonjour Caroline. Heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bien. Alors, la première chose que je voulais vous demander, en fait, de grandes affirmations nécessitent de grandes preuves. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire de l'homéopathie? L'histoire, elle a 200 ans. C'est le moment où, dans les années 1800, début des années 1800, ça a été structuré. Mais je pense que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, lorsqu'on parle de contestation de l'homéopathie, c'est pas partout dans le monde. Il y a 80 pays sur 200 où l'homéopathie est pratiquée aujourd'hui. Il y a une province au Canada qui s'appelle l'Ontario où l'homéopathie est légale par la loi. Mm-hmm. Donc, il y a des endroits où il y a des résistances, mais grosso modo, à travers le monde, il y a énormément de pays où c'est enseigné, où c'est pratiqué. Alors ici, est-ce qu'on peut dire au Québec, par exemple, que ce n'est pas formellement accepté, mais c'est toléré. Au Québec, pour ce qu'on voit, c'est que l'univers des médecines alternatives est toléré. Pas accepté, mais toléré depuis 30, 40 ans. Et qu'est-ce que c'est en fait l'homéopathie? Les gens se posent souvent la question, mais comment ça peut fonctionner? Parce que c'est des dilutions de dilutions. C'est une médecine naturelle, première des choses. C'est une médecine qui est basée sur une règle qu'on connaît intuitivement ou qu'on a expérimentée, qui dit grosso modo qu'une substance qui peut nous rendre malades peut aussi nous guérir. Je reprends ça d'une autre façon. On dit souvent que par exemple, je pense que le meilleur exemple qu'on a, c'est, pour beaucoup de Québécois, ils vont nous comprendre, un samedi soir, prendre 7, 8, 9, 10 bières, ça donne mal à la tête le dimanche matin. Il y a bien des gens qui savent qu'en prenant quelques gorgées de bière le dimanche matin, le mal de tête s'en va. C'est un principe qui est connu partout dans le monde. Ce qui peut nous rendre malade, ce qui peut créer des symptômes, a aussi la capacité de
soigner. Je dirais même que dans notre vie de tous les jours, il est possible que des gens qui nous contrarient énormément, des gens qui nous empoisonnent la vie, soient aussi des gens qui nous fassent prendre des grandes prises de conscience. Alors, ce principe-là, en homéopathie, s'appelle la loi des semblables. Et ça dit simplement qu'une substance, ça peut être une plante, ça peut être un produit du règne animal, ça peut être un minéral. Si un produit a une capacité d'amener de la toxicité dans le corps, ce produit a aussi, s'il est traité d'une certaine façon, en homéopathie, on parle de dilution homéopathique, il a la capacité de rétablir la santé. Pourquoi? Parce que quand ce produit, il est redonné à quelqu'un sous dose homéopathique, il stimule le système immunitaire. Voilà. Peut-être qu'on peut faire un parallèle parce que ce que je lisais il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il disait si vous prenez le principe de prendre de l'artichaut pour le foie, en fait, c'est que ça pousse le foie à détoxifier la plante en question. Exactement. Alors, c'est un petit peu le même principe. Exactement. On pourrait même prendre un exemple qui est très, très simple. Les vaccins. Et là, je ne dis pas que les vaccins, c'est des produits homéopathiques, mais c'est quoi un vaccin? C'est je te donne la maladie pour prévenir la maladie. Donc, il y a une petite partie de l'univers de la vaccination qui a un pied dans cette loi des semblables. Je te donne la maladie et tu vas voir ton système de défense va se battre contre ce que je viens de te donner et tu vas être prévenu. Ben voilà. Oui, le système adaptatif met tout en place, là, l'artillerie, il y a une histoire, s'ajuster, s'adapter, puis développer des anticorps. Il y a une histoire que je voyais, on parlait du Maroc un tout petit peu avant d'être en onde. Les mamans berbères au Maroc, dans les montagnes, vont à un moment donné prendre un scorpion, ils vont le tuer, ils vont le faire cuire, ils vont en faire une poudre et ils vont se mettre ça sur le mamelon quand le bébé va téter. La raison pour laquelle ils mettent un petit peu de poudre de scorpion sur le mamelon, c'est que le bébé en tétant devient de plus en plus immunisé contre les piqûres. Wow. Alors ça s'appelle dans le monde entier la loi de similitude et c'est la loi de base de l'homéopathie. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur les grands principes de l'homéopathie? Alors, à part la loi de similitude dont on vient de parler, ce qui te rend malade peut aussi être un médicament, il y a toute l'histoire de faire en sorte que les produits soient dilués à des doses infiniment petites. Mais l'intérêt de les diluer, c'est que toute la toxicité du produit disparaît et en énergisant le produit en même temps qu'on le dilue, on lui donne de la force. Alors, un des principes, c'est diminuer la toxicité du produit qu'on donne, mais de lui donner de la force pour être capable d'éveiller le système immunitaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on stimule la force vitale du corps. Exactement. Et puis, est-ce que ça fonctionne avec la mémoire, une certaine empreinte? Est-ce qu'on peut dire ça, qu'il y a une empreinte cellulaire dans le produit? Alors là, quand tu parles de mémoire, il y a deux choses qui viennent à l'esprit. À la fin des années 90, il y a un scientifique qui a parlé de mémoire de l'eau, en voulant dire que dans le produit homéopathique, en science, on ne voit que de l'eau, on ne voit plus rien d'autre. Mais ce scientifique-là dit, c'est vrai qu'on ne voit pas les molécules, mais l'eau a gardé une mémoire. Ce qui est intéressant avec ça, Caroline, c'est que en 2012, un prix Nobel de médecine qui s'appelle Luc Montagnier, lui qui a fait toutes les découvertes sur le sida dans les années 84-85. Ce prix Nobel, Luc Montagnier, a tout repris les travaux sur la mémoire de l'eau. Ouais. Et lui et son équipe ont confirmé, oui, l'homéopathie, il y a une mémoire qui est présente et c'est pour ça que les produits fonctionnent chez les gens. Encore une fois,
dans 80 pays dans le monde depuis 200 ans. Voilà. Oui, puis on le sait, ben, il faut le dire aux gens et le rappeler, nous sommes d'abord eau et énergie. Oui. Alors, Oui. nous sommes constitués d'eau. Alors, Absolument. ouais. Et il Faut pas l'oublier, ça. il s'agit de faire vibrer cette eau-là. Cette eau-là, parfois, notre organisme peut être rempli de résistances. Des résistances qui viennent de l'environnement, de ce qu'on mange, de tous les chocs émotifs qui sont présents. Et ce qu'il s'agit de faire, finalement, on parle de santé, nous sommes fondamentalement de la santé. C'est ce qu'on est. On est la vie, on est la santé. Le problème qu'il faut soulever, c'est pas donner plus de santé, c'est enlever les résistances qui nous empêchent d'être le rayonnement total de ce qu'on est. Alors ces résistances-là, on vient les expérimenter un petit peu ici sur cette planète. Ce qu'on mange, le système d'éducation, ce que nos parents nous transmettent parfois involontairement comme peur, comme mauvaise expérience, etc. Ça bloque le système. Et le rôle de tout thérapeute, et c'est le rôle en homéopathie, c'est de faire en sorte d'enlever les résistances. Quand les résistances, les blocages sont enlevés, l'énergie, elle passe. C'est ça qu'elle a toujours voulu faire et c'est ça qu'on est, de l'énergie qui circule. En fait, est-ce qu'on peut dire peut-être que l'homéopathie fonctionne et on ne comprend pas encore tout le fonctionnement du corps et à quel point il y a des zones qui nous échappent dans la compréhension de l'application de l'homéopathie, en fait, dans le corps, jusqu'où ça peut aller? Il y a une bonne raison pour laquelle ça l'échappe, en partie, au monde scientifique actuel, c'est que le monde scientifique actuel a une perception de l'être humain comme étant de la matière. C'est un corps physique. Ouais. Donc, un chirurgien, il voit un kyste sur un ovaire, il se pose pas de questions sur savoir d'où ça vient, est-ce qu'il y a quelque chose de psychologique, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'alimentation, est-ce qu'il y a des émotions. Il enlève ça. La vision de l'acupuncture, la vision de l'homéopathie, la vision de l'ostéopathie, elle est différente. C'est qu'un être humain, ce n'est pas uniquement un corps physique. C'est aussi un corps émotionnel. C'est aussi un corps mental. Alors, une émotion, c'est l'anxiété, c'est la peur. Mais le corps mental, c'est de la confusion, des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration. Et on peut même dire, pour terminer, qu'un être humain, c'est aussi une dimension spirituelle. Quel est le sens de ma vie? Mais si tu te poses la question à minuit le soir, tous les soirs de l'année, il y a un blocage qui est présent, un beau blocage. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ça te crée de l'angoisse, ça te crée de l'anxiété, ça te crée du désespoir, tu te sens pas appartenir à cette vie-ci. Bon, ben tout ça, c'est l'univers des médecines, de plusieurs des médecines alternatives, d'être capable de faire en sorte que les blocages physiques, mais aussi émotionnels, aussi mentaux puis aussi spirituels, puissent être levés. La vision de beaucoup de médecines alternatives, c'est une vision de l'être humain comme étant globale et pas uniquement un corps. Ben, j'aimerais ouvrir une petite porte sur ça parce que, justement, pour vous, quand vous rencontrez des gens, l'anamnèse, le questionnement de départ, de regarder l'environnement de l'enfant, avoir le pouls des parents, mais tu sais, en posant plusieurs questions, ça donne justement un portrait plus global de l'ensemble du problème. Puis, vous posez une réflexion homéopathique, comme on le fait, on pose une réflexion en naturopathie. Et pourquoi c'est important de faire ça encore aujourd'hui? Je me présente un cas. Il y a quelques jours, ma mère s'en va à l'Institut de cardiologie passer un examen nucléaire. Et puis, je leur demande, écoutez, j'ai dit, en 2015, elle a fait une syncope quand on est allé en voyage au Saguenay. Puis, l'hôpital de Bagotville a écrit qu'elle était probablement en hyperthyroïdie. Puis, on sait que la thyroïde est en lien directement, c'est l'organe qui régule
tout ce qui se passe dans vos cellules et ce qui se passe dans vos tissus, donc dans vos organes. Donc, il peut y avoir un lien entre la tachycardie qu'elle a et l'hyperthyroïdie qu'elle traîne depuis longtemps. Et je leur demande à l'Institut de cardiologie, avez-vous des endocrinologues ici qui étudient l'aspect hormonal, tout ça? Non, nous, on traite le cœur. Oui. Alors, c'est ça le système de santé. On n'a rien contre. Ils sont excellents dans les soins d'urgence, dans plein de choses, mais c'est de compartimenter. Alors qu'on sait très bien qu'il y a un lien direct entre la thyroïde et le cœur et les autres organes. Ce que tu dis est vrai. Tu fais mention de compartimenter, puis de l'autre côté, on parle d'approche globale, les médecines alternatives. Mais tu vois, sur la thyroïde, par exemple, certaines médecines alternatives vont dire, oui, la thyroïde a un lien avec le cœur, mais la thyroïde a aussi un lien avec la capacité d'exprimer tout ce qu'on a sur le cœur ou de le conserver à l'intérieur, de le ravaler. Ravaler, ça touche exactement où aller la thyroïde. Alors, c'est un bel exemple qui nous montre qu'il y a une possibilité. Je dis pas que c'est exactement aussi simple que ça, qu'un problème thyroïdien soit aussi un problème de non-expression d'émotions puis de sentiments qui sont présents. C'est un exemple. Oui, mais je suis d'accord que la réflexion, parfois, doit aller jusque-là, si on va aller au fond d'un problème de santé. Maintenant, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Comment vous avez découvert l'homéopathie? Quelle place ça a pris dans votre vie? Je l'ai découvert à la 3e année de mes cours d'acupuncture en 1985. Il y a une étudiante avec qui j'étais ami qui m'a présenté à une pharmacienne du Québec qui s'appelle Michèle Boisvert. Et Michèle Boisvert, qui est une femme extrêmement dynamique, savait que l'homéopathie n'était pas encore au Québec, mais avait des chances d'y arriver. Et elle a décidé d'ouvrir une école pour faire en sorte de faire connaître l'homéopathie. Et donc, j'ai passé un été à étudier l'homéopathie. Et ensuite, cette toute petite école avec très peu de cours s'est ouverte. Des cours d'homéopathie de premiers soins très simples. Mais ce qui est arrivé, on est en 86, c'est que c'était le début de 38 années d'enseignement de l'homéopathie. L'école a grandi à travers ça. Et mon expérience d'enseignant et de thérapeute a grandi. Et ça fait référence finalement à ce que tu disais au tout début de la présentation. J'ai eu l'occasion d'être invité dans une douzaine de pays dans le monde pour donner des conférences ou des cours d'homéopathie. Alors, en 2 mots, ça se résume à ça, le parcours de 37-38 années, mais spécialement, depuis 10 ans, après avoir écrit un article dans une revue homéopathique qui est distribuée à 100 000 exemplaires, j'ai écrit un article sur des résultats que j'avais eus sur l'autisme. De petits résultats que j'avais eus sur l'autisme. Je commençais, c'était en 2015 à peu près, 2014. Cet article a été lu en Corée. Une maman de Corée m'a écrit puis m'a dit « J'ai un fils autiste, est-ce qu'on peut venir vous voir, nous, la famille? » Bien sûr, j'ai accepté. Un mois plus tard, ses parents étaient ici. On a parlé ensemble. J'ai su qu'il y avait une épidémie d'autisme en Corée, un enfant sur 38, ce qui est à peu près le même nombre qu'aux États-Unis actuellement. 1 sur 38 est un enfant autiste. Et par la suite, on m'a invité à 4 reprises à aller en Corée, faire des consultations, faire des conférences. Et c'est de là qu'est venu le dernier livre que j'ai écrit, Approche homéopathique de l'autisme. Il est venu de plus ou moins 800 consultations qui ont été faites depuis 10 ans sur des enfants qui souffrent de TDAH sévère ou carrément de problèmes d'autisme. Allons pas là tout de suite à 100%. Je voulais vous demander, mais comme homme, un jeune homme comme vous à l'époque, alors que l'homéopathie est souvent ridiculisée, on dénigre
c'est la portion en médecine naturelle qui est la plus dénigrée, je pense. Alors, il fallait vraiment avoir des convictions très solides envers l'homéopathie pour décider de dire, je vais porter le flambeau, je vais aller partir avec mon bâton de pèlerin, puis porter la bonne nouvelle. Puis surtout à l'époque où est-ce que les gens n'avaient pas connu comme là, ils ont connu une pandémie. Donc là, on entend parler de la vitamine des vitamines plus que jamais. Oui. Moi, je dis souvent aux gens, j'aurais longtemps fait l'apôtre dans le désert à parler de la performance des vitamines. Là, les gens parlent même du glutation. Ils vont dans toutes la nattokinase, le microbiote. Les gens, ça les a poussés à vouloir s'informer. Mais à l'époque, là, vous avez été courageux. En 86, si on regardait un peu plus loin de 86, 88, 90, dans les revues notamment féminines au Québec, on parlait beaucoup d'homéopathie pour une raison assez simple, et c'est ça, je pense, qui l'a fait connaître au Québec. Les otites. C'était une époque où beaucoup de mamans étaient prises avec un problème, le problème de leur enfant, qui avait des otites à répétition, antibiotiques, otites, et puis ils s'offraient comme ça, possiblement quelque chose qui était totalement inconnu, qui était l'homéopathie, mais pourquoi pas essayer? Et ce qui survient, c'est que l'homéopathie travaille très, très, très facilement sur les otites. Donc, les résultats étaient là, et le bouche-à-oreille faisait la suite. Bien sûr qu'une fois qu'un enfant a été traité pour un otite avec succès, que cet enfant n'a plus à prendre des antibiotiques sans arrêt, la maman vient nous voir puis elle nous dit, pour un tennis elbow, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ou pour mes maux de tête, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Donc, je pense que l'univers des enfants a semé ici, par le biais des mamans, des résultats qui ont fait en sorte qu'il y a eu un genre d'expansion qui s'est fait. D'ailleurs, en 1995, le 2, 3, 4 septembre, à l'Université de Montréal, en dessous de la tour, dans une immense salle, j'ai organisé un congrès international d'homéopathie. Radio-Canada, TQS, CBC étaient présents pour poser des questions. On n'était pas encore tout à fait dans l'univers « l'homéopathie au Québec, c'est du... qu'est-ce que c'est? » Les médias ne se posaient pas cette question-là. C'était « on y va, on a entendu parler pour les otites, pour toutes sortes de petits problèmes. » Et on s'est retrouvé 300 personnes dans une salle avec des conférenciers qui venaient de France, de Belgique, de différents pays et du Québec à donner donc cette conférence-là. Ça a été, je pense, le moment le plus glorieux de l'homéopathie. Et ensuite est arrivé des petits articles négatifs au Québec sur l'homéopathie, où ça peut pas marcher, comment ça se fait qu'on dit que ça fonctionne, etc. Je rappelle que c'est dans 80 pays dans le monde actuellement où l'homéopathie est pratiquée et elle est légale totalement en Ontario. Voilà. Je tiens à préciser qu'il y a eu un article dans Le Devoir il y a quelques années, puis ça m'a beaucoup choquée quand j'ai vu ça, puis j'avais publié sur Facebook parce que il y a une personne que je connais, Marcel, qui travaillait comme naturopathe conseillère au Pharmaprix de Ville-Marie. Puis il y avait eu à cette pharmacie un journaliste qui est descendu puis qui a posé des questions à une des conseillères en question, là. Puis il disait, est-ce que ça fonctionne? Il a demandé, est-ce que ça fonctionne? Ocyococcinum, hein? Oui, ocio. Est-ce que ça fonctionne pour casser la grippe? Puis la personne a dit oui. Puis après ça, il y a eu cet article. Et ce qui s'est passé, Marcel a perdu son poste, entre autres, mais c'est pas elle qui avait répondu aux journalistes, là. Mais c'est qu'ils ont tellement rétréci après cet article toute la rangée des produits de santé naturelle qu'ils vendaient. Et ils ont enlevé les conseillères sur le plancher. Et ce que ça disait dans l'article, c'est que maintenant, il y avait une nouvelle loi qui disait que s'il y a un pharmacien dans un établissement, il ne peut pas y avoir aussi un conseiller de produits naturels sur les planchers dans les pharmacies. Et c'est d'autres amis aussi qui ont perdu leur poste là, dans les pharmaprix. Alors, il y a eu ce phénomène-là au Québec. J'avais pris des photos de la liste. C'était épouvantable. Il avait fait une vente d'écoulement, puis ça a eu tout un effet. Oui, on connaît dans l'univers médical québécois comment
il y a une lutte contre les produits naturels de santé. On le sait, ça. Mais encore une fois, je fais juste répéter, c'est pas comme ça partout dans le monde. Non, T'as plein exactement. d'États américains où l'homéopathie est pratiquée. T'as l'Amérique centrale, le Mexique, c'est super connu. Je suis allé au Brésil, il y a des pharmacies où ça se vend partout, il y a des cours en Argentine, au Chili. En Europe, il y a des grandes universités qui enseignent ça. Bon, c'est pratiqué dans 80 pays. Alors, le Québec a sa petite distinction. Ceci dit, il en demeure pas moins que par rapport aux médecines alternatives, il y a un genre de grande tolérance aussi. Les gens pratiquent. Et au-delà de ce que les gouvernements ou les articles de presse peuvent dire, il y a énormément de personnes qui font confiance aux médecines naturelles sans effet secondaire. C'est pour ça qu'on invite toujours le public à l'émission Soignez-vous à se tenir debout avec nous. Puis dites-le que vous les utilisez. Gênez-vous pas. Quand vous utilisez des produits santé naturels, ça fonctionne. Ben dites-le à votre médecin. Dites-le aux gens qui sont en urgence où vous êtes. C'est important de le dire que vous y croyez puis que vous en avez besoin parce qu'il y a des gens dont la qualité de vie en dépend, entre guillemets. Oui. Alors, vous avez eu des beaux succès avec les enfants autistes. Qu'est-ce qu'on peut dire du TDAH? Est-ce que vous pensez qu'il y a un surdiagnostic de TDAH dans notre société? C'est un petit peu étiqueté sur tellement de gens, alors que c'est toute une business qu'on peut faire aussi avec ça, là, au niveau de... Si vous voulez vous dire votre opinion sur ça, mais je pense qu'il y a... Ce que tu sais, c'est que dans quelques jours, le 12 octobre, j'ai organisé un congrès avec des conférenciers, certains sont vraiment connus, sur les médecines naturelles. Donc, il y aura l'homéopathie, il y aura la naturopathie, etc. Et les problèmes de troubles de déficit d'attention, d'hyperactivité et du spectre de l'autisme. Alors, ce qui s'est passé, moi, évidemment que je travaille sur ces problèmes-là depuis longtemps en homéopathie, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus en ajustant les régimes alimentaires. Mm-hmm. Un enfant qui ne prend pas du Coca-Cola, du Red Bull ou du Nestlé Quick est déjà un peu moins hyperactif puis est déjà un peu plus concentré. Bon. Oui. Tu sais, c'est facile de passer dans les écoles, mais là, c'est parce que je me dis, dans les écoles, là, les profs nous le disent, c'est le 3/4 des étudiants qui sont étiquetés TDAH. À un moment donné, c'est comme réviser l'alimentation, justement. Puis... Il y a toute la question de l'alimentation, mais il y a un mois, ce que j'ai vu à répétition sur YouTube, entre autres, c'est des conférences et des émissions d'un des candidats à la présidence des États-Unis. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 à ma connaissance. Et c'est Robert Kennedy. Robert Kennedy, c'est un avocat. C'est quelqu'un qui est investi dans l'univers de la santé des enfants depuis de très nombreuses années. Et ce qu'il va dire, lui, par rapport au TDAH et à l'autisme, il va simplement dire que aussitôt que le chimique dans l'alimentation et dans les remèdes va être enlevé, donc le fluor dans l'eau, les antibiotiques et les pesticides dans l'alimentation, les colorants cancérigènes dans les Fruit Loops, puis tous les genres de céréales, etc. Et qu'il y aura une régulation au niveau des vaccins. Alors, il parle des vaccins, il a écrit 3 livres pour questionner les problématiques de vaccins. Le fait qu'il y ait du mercure à l'intérieur, qu'il y ait de l'aluminium. Alors, pour Kennedy, qui n'est pas n'importe qui, encore une fois, là, et qui dénonce toutes ces choses-là, et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il n'a pas été poursuivi par personne. En disant, les vaccins, il y en a beaucoup trop jeunes, et ça l'amène quelque chose qui n'était pas présent en 1970. En 1970, un cas d'autisme sur 10 000. En 2024, un cas d'autisme sur 36. En Californie, un cas d'autisme sur 22.
Et lui dit, le moment où l'autisme et le TDAH s'est vraiment, vraiment, vraiment développé, c'est le moment où l'alimentation aux États-Unis, 1987-88, on a bourré l'alimentation artificielle de produits qui sont des poisons. Et c'est le moment où les vaccins, il y en avait 4-5 à cette époque-là, en 87, on est rendu à plus d'une vingtaine de vaccins. Alors lui, il met ça sur le dos. Ça reste à prouver. Mais il en demeure pas moins, puis je termine avec ça, que dans les conférences qu'il a données, le premier jour du moment où il va pouvoir travailler à l'administration gouvernementale, c'est la guerre aux maladies chroniques chez les enfants. Il dit que les maladies chroniques chez les enfants aux États-Unis, ce sont les enfants les plus malades au monde. 50% de taux d'obésité qui amène, bien sûr, du diabète, des problèmes neurologiques, etc., etc. Donc, le surdiagnostic du TDAH, il y a deux choses finalement à dire. J'ai souvent eu des mamans qui sont venues me consulter puis qui m'ont dit, le professeur dit que mon enfant a des déficits d'attention. Et je me souviens de la première fois, j'ai dit, comment réussit-il en classe? Elle me dit, c'est un premier de classe. J'ai dit, il ne suit pas et c'est un premier de classe. Et plus tard, je me suis aperçu que beaucoup d'enfants qui avaient des problèmes d'hyperactivité puis d'absence de concentration pouvaient demeurer 3 heures devant Star Wars ou des films qu'ils aimaient sans bouger. Aussitôt qu'ils sont absorbés, un exemple devant l'ordinateur, les jeux d'ordinateur, si ces gens-là sont intéressés, il n'y a aucun déficit d'attention. Si tu les mets en classe, une école qui ressemble un peu à ce que ça ressemblait en 1492, petit pupitre de bois, 30 personnes, un programme qui s'écoule très lentement, alors que l'enfant déjà à 3 ans est capable de jouer sur un ordinateur puis faire des choses incroyables. Alors tout ça, je termine en te disant une phrase qui vient d'un grand sage indien. Être parfaitement adapté à une société malade, c'est pas un signe de santé. Et il se peut que pour beaucoup d'enfants qui sont TDAH, le système scolaire soit pas adapté à qui ils sont présentement. Puis il n'est pas adopté non plus par les enfants. Exact, puis il n'est pas adopté par les enfants. Voilà. Alors, comment vous pensez que ces formules ont été pensées au départ? Les formules, c'était justement la similarité. Oui. Si je fais une référence au travail que je fais avec les enfants autistes, dont on va parler encore une fois au congrès du 12 octobre à Montréal, si je fais une référence à ça, c'est pour te dire que la technique que j'utilise, c'est de prendre des produits homéopathiques, des vaccins. Les enfants, par exemple, sont vaccinés dans les 2 premiers mois au Québec contre l'hépatite B. Ils sont vaccinés très rapidement contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, etc., etc. Je ne suis pas contre les vaccins. Je dis simplement que parfois, il y a certains individus qui ont des effets secondaires des vaccins. N'importe quel vaccin. Ça peut être le vaccin COVID qui parfois donne des effets secondaires. Mais ça peut être d'autres vaccins. Alors, quand tu as 2 mois ou quand tu es vacciné à la naissance, il se peut que le vaccin qu'on te donne, chez certains, amène vraiment une protection. Il est possible que chez d'autres, ça amène des effets secondaires. En homéopathie, il existe une technique qui permet d'utiliser le vaccin qui a amené des effets secondaires, de le mettre en dose homéopathique, dynamisée, énergisée, de le donner à l'enfant, et là, on regarde les résultats. Alors, si l'enfant, par exemple, avait des problématiques d'insomnie totale, si l'enfant avait des problématiques, je pense à l'âge d'1 an, où il n'est pas capable encore de parler, où il y a des problèmes d'anxiété, etc., et que tu vois qu'après avoir donné le produit, l'enfant devient plus calme, dort mieux, tu as une preuve que
cela fonctionne. Maintenant, tout ça n'est pas l'expérience de Jean Lacombe, c'est l'expérience des homéopathes dans 80 pays dans le monde. Mm-hmm. Il arrive des moments où la désintoxication de produits chimiques à l'intérieur du corps ou de vaccins amène l'énergie à circuler beaucoup plus librement. C'est ce qu'on appelle le bien-être. Et on se disait tout à l'heure que même les femmes enceintes qui se font vacciner peuvent obtenir des antidotes en homéopathie aux vaccins qu'elles ont utilisés. Oui. En fait, ce qu'on disait, c'est que la vaccination, un peu moins aujourd'hui qu'il y a 4 ou 5 ans, c'est plus une religion comme ça l'était. Je pense qu'on s'est aperçu que nos solides vaccins COVID, efficaces à 95%, ont finalement pas eu tout à fait ce taux d'efficacité-là. Et l'innocuité, c'est-à-dire aucun effet secondaire, il y a quand même une partie de la population québécoise qui s'est dit « Je suis pas certain de ça. Mm-hmm. J'ai été un peu malade, moi, après la vaccination. » Donc, ce qu'on comprend à travers ça, c'est que dans les familles, j'ai souvent vu ça, papa veut faire vacciner l'enfant parce qu'il veut le protéger. Maman veut pas le faire vacciner parce qu'elle veut le protéger aussi. Elle a peur des effets secondaires. Alors, on disait, si l'enfant a à être vacciné, on peut faire en sorte de le désintoxiquer par après. Donc, pour éviter les chicanes de ménage qui sont entre deux personnes aimantes, mais qui voient les choses autrement. C'est très classique, ce dont je parle. On peut désintoxiquer un enfant qui a été vacciné. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire lorsqu'on s'est parlé off tout à l'heure. Et je pourrais vous dire que une belle application, mesdames et messieurs, de l'homéopathie. On n'est pas au Maroc avec les scorpions, mais sauf qu'ici, on a un ravage de tiques et les gens développent après la maladie de Lyme. Donc, au printemps, vous pouvez prendre quelque chose qui va vous désensibiliser si jamais vous vous faites piquer par la tique. Oui. Ça, c'est très intéressant parce qu'on en voit tellement des tiques. Les gens se promènent pieds nus, tout ça, alors qu'ils devraient peut-être mettre des bas, des pantalons plus longs, mais on peut pas tout le temps peut-être s'habiller comme ça. C'est plus difficile quand on a des enfants aussi de les habiller de la tête aux pieds. Fait que c'est une des choses que vous pouvez bénéficier quand vous prenez des cours avec Monsieur Lacombe. C'est que là, vous allez apprendre qu'il y a plein d'applications qu'on penserait pas au départ, mais ça peut faire énormément de choses pour nous, pour faire de la prévention. Hein. La médecine préventive, c'est là en médecine complémentaire où on peut le plus exceller. Alors, je tiens à vous dire qu'il y a eu un beau documentaire il y a quelques années qui avait été présenté lors du colloque. C'était le documentaire Magic Pill de Ananda Moore, une femme qui était très sceptique au départ par rapport à l'homéopathie. Elle est partie en quête à travers le monde pour décider d'aller voir comment c'était utilisé dans les autres pays. Dans des cliniques où les gens, les médecins traitent pour le sida, des cancers. En fait, ils reçoivent énormément de patients. Vous le voyez dans le documentaire. Moi, je vous encourage à découvrir cet univers, à regarder ce documentaire. Même les plus sceptiques, je les mets au défi de l'écouter parce que vous pouvez voir que ces médecins doivent même avoir de la garde, de la sécurité autour de leur clinique pour pouvoir soigner les gens qui ont le cancer. Là. C'est quelque chose. Là. En Afrique, en Inde, ils doivent faire ça, là, avoir une garde de sécurité. Je suis allé 2 fois en Inde et je me suis aperçu de ce que je savais, ce qui avait été écrit. L'homéopathie est une des 2 médecines officielles de l'Inde. Il y a 1,5 milliard de personnes qui vivent là et c'est vers l'homéopathie qu'ils se dirigent pour une raison bien simple. Ils n'ont pas d'argent et que c'est une médecine qui est à peu près gratuite. Tu parlais de cours il y a un instant, puis je sais qu'on va terminer bientôt. Il y a 2 choses que j'aimerais simplement dire aux auditeurs. Si ça les intéresse d'avoir des cours d'homéopathie familiale, des genres de cours de premiers soins, et si la deuxième chose, je t'ai invité tout à l'heure au congrès sur le TDAH, le spectre de l'autisme chez les enfants, un congrès où il va y avoir 6 conférenciers qui vont justement donner des solutions naturelles pour ces problèmes-là, j'inviterais simplement les gens à m'écrire. Je vais le répéter 2 fois très, très lentement. C'est l'adresse courriel de l'école. Alors, info, A commercial, C
chquebec.com. Je répète, chquebec.com. Et à ce moment-là, si vous m'écrivez, il y a un certain nombre de laissez-passer qui sont disponibles pour le congrès. Alors, aussitôt que je recevrai votre courriel, je vous répondrai pour vous donner toutes les informations. Et si les cours vous intéressent, je vous enverrai gratuitement un exemple de cours, les cours qui sont en ligne, puis vous pourrez voir si ce type de cours vous convient. Alors, avez-vous quelque chose à ajouter? Eh bien, merci à votre équipe de m'avoir reçu et de me permettre. En fait, l'idée est assez simple, c'est de partager une information pour dire que le mieux-être, notamment des enfants, mais évidemment des adultes, il est disponible. Mm-hmm. Et que si j'avais à résumer toute notre conversation de ce matin, je dirais, la santé, c'est notre état naturel. Ce qu'un thérapeute a à faire, finalement, c'est simplement à travailler à éliminer les résistances puis les barrages. Ces barrages-là, ces résistances peuvent être au niveau physique, très souvent dans nos sociétés au niveau émotionnel, parfois au niveau mental, et puis possiblement au niveau spirituel, du genre, qu'est-ce que je fais dans ce monde-ci? Alors, toutes ces résistances-là peuvent être éliminées par des médecines, par des approches globales, et l'homéopathie en est une. Alors, merci pour votre visite, votre courage. Félicitations pour le colloque qui s'en vient. Alors, merci aussi d'avoir offert des laissez-passer. Donc, profitez de cet événement pour venir vous aussi découvrir qu'est-ce qu'est la naturopathie, l'univers de l'homéopathie. Alors, moi, je vous invite à venir nous voir, c'est sûr, en grand nombre. Alors, merci aux auditeurs d'Unicité. On se retrouve très bientôt. Merci à tous.